Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue à nos intervenants et un grand merci pour votre présence. Imri Jacquilla, Valérie David, Bastien Soyer, je vous présenterai un peu plus exhaustivement tout à l'heure en démarrant les prises de parole. Vous me permettez 2 minutes pour une introduction, histoire de définir le périmètre de notre débat d'aujourd'hui. RSE et politique publique, osons la convergence. Alors, est-ce que c'est un sujet qui enfonce les portes ouvertes? C'est toujours utile de se poser la question. Effectivement, on peut se dire, oui, heureusement, politique publique et RSE, quand même, si on ne parle pas de la même chose, c'est un peu dommage. Oui, sauf que quand on s'intéresse au sujet de la politique publique en matière de RSE, là, ça devient vertigineux. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des tas de paradoxes qu'on se balade depuis longtemps, d'ailleurs, et qui, mine de rien, sont un frein à la massification, à l'accélération de l'action telle qu'elle est nécessaire de la déclencher face aux urgences. Donc, on s'est posé cette question. On ne traitera pas tout. En 45 minutes, ça va aller très vite. Et le sujet est très florissant. On se basera peut-être sur un double constat très simple. Nous avons tous été témoins ces derniers temps des enlisages de la mélasse parlementaire française, européenne, concernant les politiques publiques, notamment environnementales. On va plus parler environnement aujourd'hui, et ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas au social, je le dis tout de suite. Évidemment que c'est aussi important. Il se trouve qu'on ne peut pas tout traiter en une même fois. Mélasse, je disais, parlementaire, où le lobbying silencieux fait des ravages. On ne sait plus vraiment ce qui sort de la législation, sous quelle forme. Alors les titres changent, les textes changent, on ne sait plus, il faut les relire 10 fois entre les lignes pour comprendre exactement ce qui a été modifié. Bref, il y a un truc qui ne va pas. Deuxième constat, ce sont bien les entreprises qui ont, on le sait, la capacité d'innovation et la capacité d'investissement pour porter à échelle les solutions. La question, ce n'est pas d'avoir les solutions, c'est de porter à échelle. On a donc besoin d'avancer plus fort, plus vite en France et en Europe, et je dis ça pour s'en tenir à un périmètre où on peut encore imaginer qu'on peut converger vers le même objectif. On ne parlera pas du G20, parce que les conclusions navrantes nous prouvent qu'à cette échelle-là, il n'y a plus d'espoir. Mais ce qui freine la convergence, ce qui freine la convergence vers le bien commun, c'est une conviction que je pense qu'on partage aujourd'hui, qu'on partage avec vous, que je partage avec mon équipe aussi au sein de l'agence Parangone, c'est qu'elle doit être levée. Elle doit être levée, ces résistances doivent être levées sans hypocrisie, dans la transparence. On pourra toujours dire que c'est très candide de le réclamer, mais ça serait complètement criminel de renoncer à l'exiger. Donc on va aborder ce sujet autour de 3 séquences. 1. L'entreprise est-elle politique? Et il y en a un qui a parfaitement bien posé la question qu'on va retrouver en vidéo. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous. Pascal Demurger est en conseil d'administration aujourd'hui. 2. Quelle relation entre les pouvoirs publics et l'entreprise? 3. Quelle responsabilité de l'État, des pouvoirs publics, des institutions françaises, européennes, en matière de RSE? Et c'est donc maintenant à Pascal Demurger qu'on va laisser la parole. Je te regardais avec beaucoup d'inquiétude, Marie, et je n'avais pas vu que tu avais la zapette. Je me disais, mon Dieu, la vidéo. Et c'est parti, on va l'entendre. Alors, de toute façon, moi je pense que l'entreprise est par nature politique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle s'en rende compte ou non d'ailleurs, mais l'entreprise, par son activité, a évidemment des impacts sur la société. Des impacts environnementaux, des impacts sociaux, des impacts d'ailleurs négatifs ou positifs. Elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de richesses, de pouvoir d'achat, et puis elle a aussi ce que les économistes appellent des externalités négatives. Donc de toute façon, en ayant cet impact sur la société, l'entreprise est par nature politique. Après, la question qui se pose, c'est de savoir si l'entreprise assume cette responsabilité politique. D'abord s'en rend compte, en prend conscience, et ce faisant, assume le fait qu'elle doit avoir l'impact le plus positif possible sur la société qui l'environne et dans laquelle elle évolue. Qu'est-ce que je fais quand je suis dirigeant d'entreprise pour essayer de limiter l'impact écologique de mon activité, pour essayer d'avoir un impact social le plus positif possible, en termes d'inclusion, en termes évidemment d'emploi, etc. Donc l'entreprise
est de toute façon ni plus ni moins politique qu'à l'époque parce qu'elle l'est par nature. En revanche, je pense que depuis 2019, le nombre d'entreprises qui ont pris conscience de cette responsabilité politique et qui essayent de commencer à agir en ayant conscience, est en train d'augmenter. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on pourrait dire que l'entreprise est plus politique qu'en 2019 quand j'ai écrit mon livre. L'entreprise est politique, en revanche, elle n'a aucune légitimité politique. Elle est politique dans les conséquences de son activité. Elle n'a évidemment aucune légitimité démocratique en particulier pour définir les objectifs, définir les politiques publiques ou fixer le cadre. Ça appartient au pouvoir public. Les pouvoirs publics doivent fixer, dire ce qu'est l'intérêt général, quels sont les objectifs, quelles sont les grandes politiques et quel est le cadre dans lequel précisément l'entreprise doit évoluer. Voilà, en guise d'introduction au débat, donc Pascal Demurger qui a écrit donc en 2019 l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, donc on l'a vu un peu comme une prophétie. Emery Jacquia, je vais évidemment te proposer de réagir sur cette introduction. Bon, toi, tu es une figure incontournable, reconnue de l'entreprise engagée à plusieurs titres. Hein. Tu es directeur général, s'il faut encore le rappeler, de la CAMIF, groupe précurseur, entreprise à mission depuis 2017, et tu es membre fondateur de la communauté des entreprises à mission. Tu en as été le président jusqu'à il y a peu de temps. Pour toi, l'entreprise, comme pour Pascal, a le pouvoir de transformer la société. Comment tu réagis à ce propos introductif et est-ce que l'entreprise à mission, que tu incarnes si bien, est une entreprise politique ? Je pense que l'entreprise est probablement, et je crois que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on a à disposition. C'est l'entreprise qui a toujours façonné le monde et c'est comme ça a passé, les révolutions industrielles, etc. Et aujourd'hui, la mission des entreprises, c'est de réinventer une économie soutenable. Parce que je pense qu'on est la première génération à avoir pris conscience du lien entre nos modèles économiques, nos modes de vie, et puis les dérèglements qui sont observés. Et on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. Et si on regarde quels sont les acteurs qui font l'économie, alors c'est vrai, il y a le triptyque citoyen, consommateur, État et entreprise. Moi, il y avait une étude de Carbone 4 qui m'avait marqué, c'est que si tous les citoyens adoptent les meilleures pratiques, les meilleurs éco-gestes, on ne prend plus l'avion, on ne prend plus la voiture pour les trajets de moins de 3 km, on ne mange plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire qu'il y a 75% du chemin qui sont à faire, en particulier par les entreprises, par les collectivités territoriales, mais l'entreprise est un acteur majeur de la transformation. Aujourd'hui, à la communauté des entreprises à mission, on a fait un sondage l'année dernière et on a 70% des Français qui veulent que l'entreprise s'engage davantage. Donc les Français sont pour l'engagement des entreprises et l'entreprise doit prendre part au débat de la cité parce qu'au fond, en tant que dirigeant, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'entreprise, ce collectif, il soit encore là dans 10 ans, dans 25 ans. Et cette vision de long terme qu'on porte, elle incarne, elle comporte une vision de société. Quel modèle de société on veut pour nos enfants demain ? Pour CAMIF, notre mission, c'est de développer la consommation responsable et ça passera par plus de local, plus d'économie circulaire. C'est une vision de société parce qu'elle transforme à la fois en amont notre chaîne de valeur, embarquer les fournisseurs dans cette filière, toute la filière de l'ameublement dans l'économie circulaire. Ça veut dire changer complètement nos modes de production pour qu'ils soient plus soutenables. Et puis également en aval les consommateurs pour qu'on les influence positivement. Et donc, il y a une stratégie d'influence, bien sûr, dans les entreprises. Quand on fait le boycott du Black Friday, si ce n'est pas un acte politique très fort qui, depuis 2017, est un fait quand même assez marqueur de notre engagement, fermer son site pour le meilleur jour de l'année en matière de e-commerce, on a vu mieux en matière économique, mais par contre, en matière d'affirmation d'une vision de la société, il n'y a pas mieux. Et au fond, parce que en tant que dirigeant, moi, je ne peux pas à la fois entendre des scientifiques qui nous disent on va dans le mur, si on ne change pas radicalement nos modes de consommation. Et puis, notre premier objectif de mission, c'est d'informer, de sensibiliser sur la consommation responsable. C'est inscrit dans nos statuts depuis 2017. Donc, oui, devant mes actionnaires, j'ai dit en 2017, il va falloir fermer le site.
Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique, hein, je vous rassure, mais néanmoins, ce renoncement est un acte fort. Oui. Qui est un marqueur de l'engagement, qui nous a malgré tout permis de développer la notoriété de Camif auprès d'une base de clients assez engagée. Et notre fierté, c'est que l'année dernière, il y avait 1500 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday. Donc ça marche, ça fonctionne. Et ce renoncement, parfois on attend d'un dirigeant, et je crois qu'aujourd'hui, c'est probablement ce qu'on attend le plus d'un dirigeant, c'est d'oser expérimenter, oser s'engager. Parce que ce n'est pas avec les recettes du passé qu'on va faire bouger les choses, et ce n'est pas avec de l'eau tiède qu'on va changer le monde. Or, aujourd'hui, il y a besoin de changer le monde, on est d'accord. Et ce n'est pas l'État qui va parler de sobriété commerciale, non plus. En fait, je pense qu'il ne faut pas nécessairement non plus opposer l'État, les citoyens, les entreprises. On a besoin de tous, on a besoin de l'engagement de tous. Et même dans les entreprises, on a besoin que les entreprises pas engagées s'engagent davantage. Et si des grosses boîtes s'engagent un tout petit peu à changer leur modèle économique, elles auront sans doute beaucoup plus d'impact que tous les pionniers qu'on voit à ProDurable et qui font leur maximum. Donc, et c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie d'influence positive. Et je pense que le rôle des entreprises, c'est ça, c'est d'inventer ce nouveau récit de la sobriété heureuse. C'est le projet Camif, hein, c'est exactement ça. Pascal Demurger a dit à un moment donné en introduction que l'entreprise est politique, mais elle n'est pas démocratique. Mais on a eu cette discussion ensemble et pour explorer en avant-propos comme ça cette idée d'entreprise politique, quel est ton point de vue là-dessus? Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de démocratie dans l'entreprise? Là, ça touche à la question du partage du pouvoir dans l'entreprise et du partage de la valeur, au fond. Moi, je crois que aussi bien on peut dire qu'une société appartient à ses actionnaires et qu'elle est gouvernée par un conseil d'administration qui représente l'intérêt des actionnaires, autant l'entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires. L'entreprise, elle appartient à l'ensemble des parties prenantes qui se réunissent pour mettre en commun leurs moyens, leurs ressources, leur intelligence pour faire un projet commun. Et l'entreprise, et moi j'utilise souvent l'acronyme de la Camif pour n'oublier aucune des parties prenantes. Le C, les clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Et l'enjeu clé, c'est qu'en fait l'entreprise fasse sens. Et c'est la mission qui va être le ciment de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi intégrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans la loi Pacte, c'est une des innovations dans le droit français qui est vraiment une innovation dans le droit des sociétés, parce que dans d'autres pays, il existe d'autres formes. En Italie, la Società Benefit, en Espagne, ils ont voté le modèle également. Mais la particularité de la loi Pacte, c'est qu'elle a introduit une nouvelle forme de gouvernance, reconnaissant au fond à la fois la place des parties prenantes dans l'entreprise, et puis également le fait que l'entreprise, elle ne peut pas être guidée uniquement par l'intérêt des actionnaires. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve là sur les 1300, je ne sais pas combien, sociétés à mission en France, dans tous les comités de mission, cette gouvernance nouvelle qui a été créée, qui est indépendante du conseil d'administration et qui est composée très souvent des parties prenantes de l'entreprise, des clients, des partenaires clés, d'acteurs du territoire, puis aussi d'experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'est engagée volontairement, d'experts des sujets sur lesquels l'entreprise a dit voilà ma contribution pour la société, parce que c'est ça une entreprise d'émission, c'est une entreprise qui définit une contribution positive pour la société, mes objectifs sociaux, environnementaux, ça va être ça, ça, ça. Et du coup, quand on a les experts autour de la table, on a des gens qui vont venir muscler un peu le projet de l'entreprise, crédibiliser finalement l'engagement, et puis on s'oblige aussi à rendre des comptes. Et donc il y a cette question du partage du pouvoir qui est quand même présente dans la plupart des entreprises, et aussi du partage de la valeur, qui me semble important. Donc je ne suis pas fondamentalement complètement aligné avec le fait que oui, l'entreprise n'est pas un lieu de démocratie, mais c'est un lieu de représentation. Mais en même temps, l'entreprise est ce lien, et ce lieu du lien social. Oui. On l'a vu pendant la crise Covid. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point les collaborateurs étaient contents de revenir dans l'entreprise, travailler après les périodes de confinement. Qu'est-ce qu'on était bien de se retrouver ensemble. J'avais jamais vu autant de gens contents de venir au bureau. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est aussi ce lieu de socialisation, ce lieu où on peut parler. Nous, on a fait chaque année à Niort, lors de nos boycotts de Black Friday, on invite des gens du territoire, des Niortais, à venir débattre des sujets de la consommation responsable. L'année dernière, on a fait un voyage en 2030 en disant c'est quoi les 2030 glorieuses de Camif et de la consommation responsable.
Donc lieu de débat, lieu d'échange sur tous ces sujets-là, lieu de représentation. Et c'est même, et là je vais me tourner vers Bastien, parce que l'entreprise peut être un lieu aussi où parmi les parties prenantes, il y a les pouvoirs publics, il y a en l'occurrence les autorités locales ou les pouvoirs publics, d'autant plus quand on est une entreprise délégataire de services publics. Donc on va se tourner vers Bastien. Bastien Soyer, vous êtes le nouveau directeur RSE de Transdev France depuis octobre 2022, après 15 ans, et la précision n'est pas anodine avec la question qui va suivre, après 15 ans consacrés au développement commercial. Donc tu m'as autorisé, Bastien, à en conclure que pour Transdev, la création de valeur était devenue indissociable de la responsabilité sociétale. Est-ce que c'est le cas? Je le sais un petit peu parce qu'on travaille ensemble quand même pour être totalement transparent. C'est une question intéressante et bien entendu, je vais y répondre et je la comprends comme comment est-ce que le positionnement de la fonction RSE au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, et la fonction qu'a cette direction de la RSE est créatrice de valeur pour l'entreprise. Avant, je vais juste revenir sur ce qu'on est Transdev, et c'est important pour la suite. Parce que pour bien comprendre la configuration. On a préparé un tout petit peu. On est un groupe privé opérateur de services publics de mobilité. Ce qui fait que certains d'entre vous ici ne connaissent peut-être pas. La plupart du temps, on est caché, entre guillemets, par la marque du réseau qu'on exploite. Par exemple, à Reims, c'est le réseau Citura, qui est la marque du réseau. Et donc les Rémois, ils connaissent le réseau Citura, ils ne connaissent pas nécessairement le nom et l'identité de l'opérateur qui fait rouler les bus, maintient les véhicules, etc. Pour en revenir à la question, je vais enfoncer une grosse porte ouverte. Dans le contexte, une entreprise, en particulier si elle a des impacts négatifs forts, si elle ne se transforme pas, elle participe à détruire de la valeur. Parce qu'elle elle participe à la destruction de l'environnement, elle participe à la destruction du corps social. Donc, si elle ne se transforme pas, elle détruit de la valeur. La réflexion de Transdev France pour la création du poste de direction de la RSE, ça a été de rattacher la RSE à une direction stratégie RSE et transformation qui est au niveau du CODIR et qui n'est pas rattachée à l'une des fonctions régaliennes de l'entreprise. On n'est pas rattaché ni à la RH ni à la finance. Donc ce n'est pas la finance qui dicte son agenda à la RH pour sa transformation, ni l'inverse. On a une position qui est un petit peu agnostique au sein de l'organisation pour transformer dans un mouvement d'ensemble, donc stratégie, RSE et transformation. On met la RSE dans la stratégie et c'est la RSE qui est le moteur de la transformation de l'ensemble des champs de l'entreprise. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement de nous transformer, d'améliorer nos impacts et donc d'apporter de la valeur à nos parties prenantes et notamment, bien évidemment, nos clients. Et donc, pour le rappeler et pour revenir juste au début qui on est, dans le modèle d'affaires, on a une spécificité, c'est qu'on a un modèle B2G. Nos clients sont des collectivités, ce sont des régions, ce sont des métropoles, ce sont des communautés d'agglomération. On n'a pas une multiplicité de clients et donc, pour le sujet du jour, sur le sujet de la convergence de la politique RSE des politiques publiques, ça va être intéressant d'y revenir. Merci beaucoup, Bastien. Alors, on est déjà en train de basculer sur la deuxième séquence de cette table ronde et on va maintenant vous entendre, Valérie, qui interroge la relation entre pouvoir public et entreprise. Et pour la petite anecdote, et je suis tellement contente que vous soyez là, parce que au moment de la COP21, je ne sais plus, bon, il y avait des débats dans tous les sens, et je me retrouve à un débat où Valérie David intervenait au titre de responsable. À l'époque, je m'occupais j'étais directrice développement durable et innovation transverse d'EFAGE. D'EFAGE, voilà, c'est ça. Et tout d'un coup, je vois une Valérie qui se lève en disant mais quelle hypocrisie cette relation entre les entreprises et les pouvoirs publics. Si on veut avancer, il va falloir qu'on se parle et qu'on se parle avec transparence. Et je m'étais dit, oh là là, il faut absolument qu'on en reparle un jour. Donc c'était en 2015, donc ça fait un petit moment. Et c'est maintenant qu'on va en parler. Je suis vraiment ravie. Vous parlez, vous, Valérie, encore aujourd'hui, de handicap français sur cette question.
Oui, alors moi je suis une ancienne fonctionnaire en plus, donc j'ai vraiment vécu l'opposition entre, lorsque j'étais fonctionnaire, l'intégrité morale que j'étais censée représenter, et dès que je suis passée dans le privé, alors vraiment la défense aveugle des intérêts particuliers de mon employeur. Voilà, je suis passée de tout à rien, et ça c'est tellement caricatural parce que personne n'est comme ça. Et en plus, moi j'ai fait une partie de mes études en Allemagne où je peux vraiment vous dire que le dialogue entre le public et le privé est très très bien instauré, toléré, encouragé. Je vais juste vous donner un exemple. Quand vous répondez à un appel d'offres en Allemagne, par exemple dans le secteur qui est le mien, le BTP, par exemple dans le Land de Hamburg, eh bien, les autorités publiques organisent ce qu'on appelle une concertation industrielle. C'est-à-dire que les entreprises qui veulent répondre à l'appel d'offres sont obligées de venir à la concertation industrielle avant la parution de l'appel d'offres pour dire, si vous voulez, par exemple, je vais prendre une station d'épuration, vous avez besoin d'une station d'épuration, voilà, nous, entreprise XY, le type d'innovation qu'on vous proposera. Évidemment, ils ne vont pas dévoiler les secrets de fabrication, il y a toujours une forte dimension concurrentielle, mais au moins ça permet à l'autorité publique d'être toujours informée du meilleur niveau d'innovation auquel elle va pouvoir prétendre dans son appel d'offres. Faire ça en France, c'est impossible. Ou alors on vous traite de lobbyiste, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y aurait des recours. On considérerait que les entreprises qui ont participé à la concertation industrielle ont obtenu des informations privilégiées, que ça a du coup, disons, biaisé le côté fair, enfin l'équité de l'appel d'offres. Donc je vous donne juste cet exemple parce que c'est totalement accepté par le droit de la concurrence européen, qui est un droit qui prime, qui a un droit, qui prime sur les droits nationaux, qui s'impose. Et puis en France, c'est pas accepté. Donc je vous donne juste cet exemple parce que vous voyez, ce qui est très très français, peut-être notre héritage colbertiste, avec une vision des pouvoirs publics un petit peu dépositaire de la défense du bien commun et de la défense du bien public surtout. C'est pour ça que j'avais parlé de handicap, j'avais choqué beaucoup de gens, pardon. Mais je crois que ça ne choquera pas Emery parce que on va passer la parole à Emery et qui va rebondir sur ce point-là. Donc je suis totalement d'accord dans l'introduction de M. Demurger quand il dit que l'entreprise est politique. Elle est politique au sens où elle a une action sur la cité. Elle s'engage pour la préservation du bien commun. Sinon, l'acceptabilité de ces métiers n'est plus assurée. Et sans acceptabilité sociale, on ne recrute plus. On suscite le désaccord des riverains quand on ouvre un chantier, on ne peut plus travailler. Et surtout, on a des banquiers, des assureurs qui ne veulent plus, disons, accompagner, parce qu'ils ne veulent pas associer leur nom à une entreprise dont les activités ne seraient pas acceptables. Absolument. Et Emery, quand on a évoqué ce point, on se faisait le constat ensemble qu'on aurait pu imaginer que la loi Pacte, elle redéfinit quand même le code civil, qui n'avait pas bougé depuis Napoléon. On dit qu'elle doit intégrer cette notion de responsabilité sociale et environnementale. Et puis, pouf, derrière, plus rien. Alors, il y a évidemment l'entreprise à mission qui a eu un grand succès, mais on n'entend jamais le terme RSE dans la bouche des politiques ou des élus. Pourquoi ? D'abord, peut-être à cause de l'acronyme RSE. Oui, ça ne nous aide pas, c'est sûr. J'entends régulièrement, oui, le RSE. Oui, le RSE. Alors, okay. En fait, il faudrait peut-être redonner du sens à l'entreprise. RSE. Oui. C'est pas mal aussi. Oui. Je pense qu'il y a un problème de culture économique, de culture de l'entreprise, de culture de l'entrepreneuriat en France. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a peu, en fait, et que ceux qui nous gouvernent ont peu. Ils ont peu la connaissance de l'entreprise. C'est la première des choses. Ensuite, sur la loi Pacte, je trouve que c'est quand même intéressant de voir ce qui c'est la genèse, en fait, de la loi Pacte. Parce qu'en fait, c'est né en 2008 dans un labo de chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, pendant la crise financière de 2008. Ils se sont dit, en fait, ce n'est pas une crise financière à laquelle on assiste, c'est la crise de l'entreprise. On a oublié pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, finalement, ça nous emmène dans le mur. Et donc, eux ont bâti un modèle, imaginé un modèle qu'ils ont appelé la société à objet social étendu. Justement, l'objet social étendu, c'est que ça ne peut pas se limiter au partage du profit entre actionnaires et qu'il y a un sens, une utilité, une raison d'être de l'entreprise qui doit être quelque part sacralisée, inscrite dans les statuts et qui doit avoir une nouvelle gouvernance de l'entreprise qui n'est pas uniquement la gouvernance actionnariale.
Et c'était en 2008. Ils ont commencé à chercher des entreprises pour expérimenter leur modèle. Et donc Camille a eu la chance de pouvoir le faire à partir de 2013, avec le Collège des Bernardins, une forme d'instruction de ça. La création de la communauté des entreprises à mission en 2018, donc association d'intérêt général que j'ai cofondée pour offrir ce cadre de partage aux dirigeants qui souhaitaient rendre leur entreprise plus contributive et faire connaître le modèle et pousser pour que, dans la loi, à un moment donné, on reconnaisse un cadre de l'engagement. Parce que l'enjeu clé de la RSE, en fait, la RSE n'a pas fondamentalement transformé les entreprises. Si on regarde la RSE depuis 25 ans, si on regarde là, il y a une exposition photo de l'artiste sur les ppm. Je crois que la première COP 095, c'était 365 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à plus de 420. 417, ouais, bon. Donc les États, ils ont failli dans ce truc-là. Donc et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on a un groupe à la base de chercheurs, ensuite on a des entrepreneurs ou des entreprises qui saisissent d'un sujet et qu'on arrive à mobiliser quelques parlementaires et qu'on leur fait comprendre l'intérêt et la puissance du cadre transformatif de l'entreprise d'émission, ça se trouve dans la loi Pacte en 2019. Alors c'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup de notre président parler de l'entreprise à mission. Il n'a pas revendiqué ce bel... Non, c'est dommage. Donc, on l'a fait à sa place. Ouais. La communauté d'entreprise à mission, on a fait un peu le service après-vote de la loi Pacte, et qui est pourtant une vraie innovation juridique et qui touche à pas mal de sujets. C'est-à-dire que l'article du Code civil dont vous parliez, l'article 1833, il dit que toute entreprise doit prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut attaquer l'entreprise qui ne respecte pas des enjeux sociaux et environnementaux dans son projet. C'est très puissant, en fait, comme outil. Et puis, effectivement, le cadre volontaire qui est créé avec la société à mission, qui est juste extrêmement intéressant et qu'on cherche maintenant à déployer au niveau européen parce qu'on pense que c'est bien d'avoir fait un truc franco-français, mais il faut que ça devienne un enjeu européen. Parce qu'il y a un enjeu pour moi très important de souveraineté quelque part dans les normes qui sont produites. Et on le voit, on a une forme de capitalisme en France et en Europe qui est très différente du capitalisme chinois ou américain. Et il faut affirmer cette souveraineté. Mais c'est relativement peu pris en considération, je trouve, par les États membres et par nos gouvernants. Sans doute des pressions économiques qui sont fortes, on peut comprendre, mais oui, c'est... Oui, on en reparlera tout à l'heure. On a tous entendu notre président aussi évoquer une pause réglementaire qui a donné lieu à plein d'interprétations possibles. On y revient tout à l'heure. Merci, Emery. Alors, oui, il y a sans doute un défaut de reconnaissance de la place de l'entreprise dans ses évolutions sociétales, dans l'impact positif, social et environnemental à aller chercher. Mais Bastien, encore là, tu vas peut-être apporter un contrepoint utile parce que par ta spécificité, par la spécificité de ton entreprise, finalement, le projet de chaque filiale de Transdev se calque sur un projet de territoire. Donc, du coup, vous parlez ce dialogue commun. Et finalement, et comme souvent, c'est peut-être au niveau local, au niveau des territoires, que tout avance beaucoup plus. En tout cas, c'est très clairement notre parti pris. C'est important d'expliquer que quand on a un contrat, quand on exploite un réseau urbain, on parlait de Citura par exemple, on crée une société dédiée entièrement à la réalisation du projet de mobilité de la collectivité. Donc, on a une entreprise qui a un client unique, la collectivité, qui a un objet unique, la réalisation du service de mobilité. Et donc, cette société délégataire de services publics, elle se retrouve comme étant le bras armé opérationnel de la collectivité pour le déploiement de sa politique de mobilité. Dans un projet de mobilité, on va devoir répondre à un certain nombre de choses qui sont dans le champ de la mobilité. On va devoir faire en sorte qu'on ait un bon projet d'exploitation qui fait que les véhicules passent à l'heure, faut un bon système d'information voyageurs, il faut que tout le monde soit au courant, etc. Donc ça, c'est le champ de la mobilité, c'est bien normal. Mais au-delà de ça, la collectivité va nous demander, la plupart du temps, des clauses spécifiques sur favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, favoriser l'accessibilité des personnes porteuses de handicap, comment est-ce qu'on va l'accompagner dans son projet de transition environnementale et écologique. Et donc, on se retrouve dans une position où on doit accompagner la collectivité au-delà de son projet de mobilité, mais en réalité de son projet sociétal qu'elle a pour elle-même.
Et souvent, parfois et souvent, la collectivité vient challenger ces engagements. Absolument. Et parfois, c'est pas suffisant, à l'inverse. Parfois, c'est pas suffisant. Et donc, les indicateurs dont je parlais, les bus doivent être à l'heure, etc. Si on fait pas bien le service, on est pénalisé. Si on n'atteint pas nos objectifs en matière d'insertion, on est pénalisé de la même manière. Et pour donner une lumière sur l'évolution que tout cela prend, on signe des contrats qui font 6, 7 ou 8 ans, c'est-à-dire qu'à la fin du contrat, la collectivité dit le contrat est fini, on va remettre en concurrence et donc on va appeler les petits copains, nos petits copains, opérateurs de mobilité, et puis on a un appel d'offres, on va répondre, on va faire notre meilleure proposition pour répondre à cet appel d'offres. Eh bien, la collectivité, pour choisir l'offre, elle va mettre des critères. Le prix, la qualité du service, la maintenance, la RSE. Eh bien, il y a 5 ans, en moyenne, les points sur la RSE, c'était 3% de la pondération. Aujourd'hui, on est entre 10 et 20% des points. Ça signifie quoi? Je parlais de valeur tout à l'heure. Si on ne se transforme pas, on détruit de la valeur naturellement, mais en réalité, nous, si on ne se transforme pas, les opérateurs et délégataires de services publics, tout simplement, on aura beaucoup plus de mal à gagner des contrats. Donc la valeur, elle se situe aussi ici. Valérie, peut-être une réaction là-dessus, parce que vous connaissez très bien le contexte de la commande publique. On va parler tout à l'heure spécifiquement de la commande publique. On entendra aussi Pascal sur ce thème. Mais comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit par Emery et Bastien? Alors, la première chose, c'est que 20%, c'est vraiment beaucoup. Hein. Je suis admirative. Moi, j'ai répondu à beaucoup d'appels d'offres où je me retrouvais avec des critères environnementaux et sociaux noyés dans la note technique. Hein. Voilà. Et bon, on y reviendra tout à l'heure. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais je voulais réagir déjà. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Je suis même heureuse de l'entendre parce que ça prouve qu'on n'est pas tout seul à essayer de faire changer les choses et on est toute une communauté de gens engagés. Je voulais, moi, carrément vous faire une déclaration d'amour à l'Europe qui est tellement décriée et qui est tellement vue à travers des préjugés ou des clichés de technocratie abusive. On a un continent qui est le seul à s'engager aussi fermement en faveur de la défense des sociétés démocratiques et de leur modèle de protection sociale et de leur modèle de protection qui est la biodiversité, le bien commun que sont l'eau et la biodiversité. C'est la première fois dans le monde, qu'on a tout un programme qui s'appelle la taxonomie, pardon, le terme n'est pas très très bien choisi, mais qui oriente les flux financiers publics et privés de façon prioritaire vers des investissements qui sont considérés comme durable selon une définition partagée par 27 États membres. Et rien que ça, c'était déjà une gageure. Donc, basé cette définition sur 2 critères climatiques, 4 critères environnementaux et 1 critère social. Et moi, ce que j'en entends parfois, c'est uniquement « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, la taxonomie, je dois ranger mon chiffre d'affaires, mes CAPEX, mes OPEX, selon tout un tas de critères, j'y arrive pas, etc. » On oublie de rappeler que l'Europe fait ça d'abord parce qu'elle a été mandatée pour le faire. On est quand même dans des... C'est pas la Commission qui a décidé, c'est quand même les conseils européens qui sont constitués de chefs d'État élus démocratiquement, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour protéger nos modèles. Les modèles socio-environnementaux de nos sociétés démocratiques. C'est pour ça que, quand M. Jacquiat rappelle que notre libéralisme n'est pas tout à fait celui d'Amérique du Nord et c'est pas celui non plus de l'Asie, j'ai même tendance à dire c'est de moins en moins celui de l'Asie et de l'Amérique du Nord. J'ajouterais que les tensions géopolitiques, pour ne pas dire la guerre, a démontré que nos modèles étaient détestés, haïs par un certain nombre de pays ou de puissances militaires qui ne sont pas d'aimables démocratures, parce qu'en général on dit c'est une aimable démocrature. Là vraiment ce sont de détestables démocratures. Et que nous devons vraiment, plus que jamais, nous parler. Parce que effondrement de la biodiversité, urgence climatique et, pour la première fois dans l'histoire humaine, société 4 générations, comme dit le sociologue Jean Viard, ça fait beaucoup de défis. Et si on ne s'y met pas tous ensemble, je crains qu'on soit malheureusement considéré comme très faible par rapport à des sociétés qui sont agressives,
dont l'histoire se nourrit de l'agressivité, voire de l'agression. Donc ça, je voulais quand même le signaler parce que quand on vous parle, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de conférences cet après-midi, de la taxonomie, de la directive dite CSRD, pardon, sur les reportings transparents, avec un niveau d'exigence très élevé, des indicateurs communs, mais qui vont organiser à la fois la transparence et la comparabilité pour lutter contre le greenwashing, l'arrivée de l'autre directive sur le devoir de vigilance renforcée par rapport à la chaîne de valeur. Tous ces sujets-là sont parfois vus par le biais technocratique, alors qu'en fait, ce sont de formidables bras armés pour défendre notre idée de ce qu'est un libéralisme où on respecte la protection sociale et la préservation du bien commun qui est l'environnement. Donc ça, je voulais le dire parce que je suis un petit peu fatiguée. Par exemple, à la fin de l'année, nous, on va proposer, on a 8700 entreprises à la Fédé avec plus de 95% de PME. Ben moi, mon objectif, c'est de leur dire, n'ayez pas peur de la taxonomie ni des directives qui arrivent. Parce que même si vous n'y êtes pas soumis parce que vous êtes trop petit, votre fournisseur y est soumis, votre gros client y sera soumis et votre banquier y est soumis. Donc, de toute façon, l'écosystème, il est là. C'est qu'on va tous parler le même langage pour défendre des valeurs communes qui sont constitutives de nos sociétés démocratiques en Europe. Merci beaucoup pour cet élan. Ouais, je pense qu'on peut vous applaudir. Je partage totalement cet élan européen et cet espoir vis-à-vis de l'Europe et peut-être, et encore plus en tant qu'agence que j'ai fondée et que je dirige, cette idée que toute nouvelle réglementation européenne est finalement bienvenue vis-à-vis du reste du monde. Et c'est la première fois que je l'entends dire comme ça, qui, oui, nous déteste en partie et nous haït, et qu'on n'a plus tellement d'autres possibilités, de toute façon, que de faire corps pour essayer de faire un tout petit peu pencher la balance. Cette fameuse CSRD, CSDDD et la taxonomie et ce triptyque du Green Deal européen, en effet, on l'accueille plus ou moins avec plus ou moins de joie. Nous, on a lu les 250 pages, on n'est pas les seuls, on est quelques-uns à l'avoir fait. Et puis, on a essayé d'en tirer le meilleur et effectivement, on y croit beaucoup. Néanmoins, on est conscient, et je crois que c'est toi, Imri, qui est un petit peu plus mitigé sur l'accueil de cette nouvelle législation. Et on faisait référence tout à l'heure à cette fameuse pause réglementaire qui a été évoquée par Emmanuel Macron, qui finalement continue, parce que si on continue à élever les normes, on n'est plus compétitif. Si on n'est plus compétitif mondialement, eh ben, on importe à nouveau des produits moins 10 ans. Donc on a l'impression qu'on est dans un espèce de truc. Alors c'est bien ou c'est pas bien, on en a marre à la fin. POC, Monsieur Jouzel. Non, on en a marre, oui, c'est sûr. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation des normes, elle n'est pas forcément bénéfique pour tous. Je pense qu'une des craintes de la CSRD, enfin moi, c'est une des craintes que j'ai pour les PME. Nous, on travaille avec 150 fabricants français dans tout l'équipement de la maison. C'est principalement des PME. On leur demande beaucoup d'informations pour avoir de la transparence pour le consommateur, pour pouvoir dire où sont fabriqués les produits, dans quelles conditions sociales, environnementales, d'où viennent les composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. C'est déjà beaucoup d'informations. On voit à quel point, parfois, ils nous répondent, vous faites presque de l'ingérence là, en nous posant toutes ces questions, et on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, la CSRD qui va s'appliquer, a priori, aux boîtes de plus de 250 personnes, en fait, elle va s'appliquer à tout le monde. Parce que, évidemment, quand vous êtes une boîte de 250 personnes, vous travaillez avec des PME, et ben, les PME vont devoir répondre aux mêmes questions. Et donc, ça risque, moi, c'est un peu ma crainte aussi, c'est que ça risque de divertir une partie des ressources. C'est pas négligeable. Hein. C'est-à-dire que quand on est une PME, on n'a pas les moyens d'un grand groupe, on n'a pas une équipe à la RSE dédiée à sortir un rapport ou un reporting tout le temps, faire du suivi d'indicateurs, tout ça. On est vraiment très concentré dans le business opérationnel au quotidien. Et donc, ça risque de divertir une partie de l'énergie de ces entreprises vers du déclaratif, du normatif, c'est vrai que le risque existe, ouais. Du reporting assez lourd au fond. Alors qu'en fait, ces entreprises, elles ont un pouvoir de transformation de la société qui est très important, mais peut-être pas sur les 17 objectifs de développement durable, mais peut-être sur un sujet ou deux sujets, sur l'économie circulaire, et qu'il vaudrait mieux qu'elles soient davantage concentrées sur ce sur quoi elles peuvent avoir de l'impact positif. Et c'est pour moi vraiment la différence entre
la norme, la RSE, et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les entreprises se transforment et qu'elles transforment la société et qu'elles définissent quel impact positif elles peuvent avoir. Elles ne peuvent pas avoir un impact positif sur l'ensemble des champs de la RSE. Et nous, on est certifié B Corp depuis 2014, je vois très bien, les 200 questions auxquelles on doit répondre, c'est très lourd. Et quand on a l'année de la recertification B Corp, ça fait pas j'ai croisé plaisir aux équipes. Elisabeth Laville tout à l'heure qui me disait si, il faut y aller à vers B Corp. Bien sûr. Bon, après, il y aura la CSRD, ce sera la même chose. On répondra à toutes ces questions, mais c'est assez lourd en fait pour une PME. Alors que quand on parle d'économie circulaire, de consommation responsable, on voit tout de suite que là, on parle de Made in France, on parle de quelque chose qui est très concret, qui est vraiment au cœur de notre offre et de notre modèle économique. Et l'enjeu, c'est qu'on passe de la norme à la transformation. Voilà. Et je pense que je ne suis pas sûr que l'inflation des normes participe beaucoup à la transformation des modèles. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai observé depuis 20 ans. Il y a Valérie derrière qui me fait non, je ne suis pas d'accord. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais essayer. Je sais que après, mais peut-être juste Valérie. encore un mot, parce que c'est vrai que l'État a un rôle important et que le niveau de conformité des entreprises monte et on doit être et c'est bien, c'est plutôt une bonne chose. Mais allons vraiment au bout des choses. Donc soyons aussi exigeants vis-à-vis des États sur pourquoi mettre en concurrence au fond une entreprise qui respecte les normes européennes à des entreprises qui respectent rien du tout. Pourquoi on autorise Shine en France? Moi, j'ai voté la pétition pour interdire Shine ou Chine, enfin, Chine en fait, voilà, on devrait dire Chine. Non, on ne devrait pas autoriser Chine à rentrer en Europe. On est le pays des droits de l'homme. Pourquoi on autorise et on met en concurrence nos fabricants français qui respectent des normes sociales, environnementales, qui font tellement d'efforts et qui sont soumis et qui disent oui, on est plus cher que les Chinois. Oui, c'est normal. Hein, voilà. Et le consommateur, lui, il ne voit pas parce qu'il ne voit pas. Oui. Donc, il y a une exigence qu'on doit avoir pour qu'on rétablisse de l'équité. C'est ce qu'on attend, je pense, quand même des régulateurs et des États. C'est qu'ils donnent un accès équitable à l'ensemble des acteurs à un marché donné. Donc on ne peut pas avoir des règles exigeantes en Europe, en France, et faire rentrer des produits. Et c'est ce que je constate tout le temps autour du Made in France qu'on fait chaque année. On a des fabricants qui nous disent oui, mais nous, on a investi 5 millions d'euros dans l'usine pour retraiter les déchets, l'eau, etc. C'est très bien, ils font du textile dans les Vosges, c'est normal. Mais oui, mais ceci dit, les draous pakistanais qui font des rivières rouges quand ils font le draous rouge et qui rentrent en France sans aucun droit de douane, sans taxe, et qui, parce que la plupart de la pollution d'un draous, c'est au premier lavage, donc dans nos machines à laver, on importe la pollution. C'est juste hallucinant, en fait. Donc, on devrait être plus exigeant vis-à-vis des États et également exiger aussi une transformation de la fiscalité, parce que l'État, en gros, ils ont le levier réglementaire, le levier fiscal, le levier de la commande publique. On va d'ailleurs en parler. On va écouter Pascal sur ce point-là, parce que la transition est toute faite. Et Valérie, je vous donne la parole. Ensuite, pour terminer, parce que ça va très très vite, malheureusement, ça va déjà être fini. On écoute Pascal Demurger sur ce qu'on attend aussi des pouvoirs publics. La responsabilité des pouvoirs publics, au fond, c'est d'obtenir des entreprises qu'elles s'engagent plus encore qu'aujourd'hui. Et donc, pour ça, c'est d'essayer de les inciter, en changeant un certain nombre de règles, en changeant sans doute en partie la fiscalité, faire en sorte que, oui, les entreprises soient véritablement incitées à diminuer leur impact négatif et au contraire renforcer leur impact positif. Ça passe par la question de la conditionnalité des aides publiques. On verse à peu près 150 milliards d'euros d'aides publiques par an aux entreprises, généralement sans qu'elles ne soient conditionnées au comportement plus ou moins vertueux des entreprises. Ça passe par l'intégration beaucoup plus systématique de clauses environnementales et de clauses sociales dans les appels d'offres des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales. Là, on se parle de 200 milliards d'euros annuellement. Aujourd'hui, c'est très peu fait. Ça passe possiblement aussi par une réflexion sur, au fond, la modulation de la fiscalité. Est-ce que l'impôt sur les sociétés, est-ce que tel ou tel impôt qui pèse sur l'entreprise doit être strictement le même selon que l'entreprise fournit ou pas des efforts pour être moins polluante, pour être socialement mieux disante? Je pense que cette réflexion doit avoir lieu impérativement et que l'État, les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer.
Valérie, il nous reste quelques minutes. C'est très dur. 2 minutes pour réagir. Cher Président, j'adore la CAMIF. Je suis fille d'instituteur. J'en ai toujours acheté tout à la CAMIF. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la première fois, les textes européens ont réussi ce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire. Et les 10 premières années de mon boulot en développement durable, j'y arrivais pas. C'est parler avec le directeur financier. Pour la première fois, les directeurs financiers, directeurs des achats, venaient me voir. C'était devenus mes nouveaux copains. Grâce à la CSRD, j'ai eu plein de nouveaux copains. Et on a pu travailler avec des gens qui laissaient le sujet du développement durable dans mon bureau et qui venaient se l'approprier maintenant. Donc, il faut reconnaître que ces textes européens et la taxonomie a modifié le regard que porte le sacro-saint directeur financier ou le sacro-saint DAF sur le sujet du développement durable. Last but not least, au sujet de la commande publique. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on demande aux entreprises quelles sont leurs idées pour promouvoir la protection sociale et la préservation de l'environnement. Je vous assure que quand vous demandez aux entreprises, elles ont plein d'idées. Et plein d'idées qui ne coûtent pas forcément à l'État. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple dans les collectivités locales et un exemple des entreprises. Collectivités locales. I4CE, le think tank de la Caisse des dépôts, qui est dirigé par un type formidable qui s'appelle Benoît Leguet, qui est un ancien de la CDC Climat, a travaillé avec Lille, Lyon, Strasbourg et l'Association des maires de France pour créer des budgets carbone des collectivités. Quand une entreprise a un budget une collectivité a un budget carbone, ça veut dire qu'elle va s'engager à vérifier la climato-compatibilité de ses dépenses. Et donc, quand elle lance un appel d'offres, elle va être sensible aux variantes écologiques. Elle va même en demander. Moi, j'ai répondu à des appels d'offres pendant des années où les variantes écologiques étaient interdites. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce qui est juste délirant au regard même des lois Grenelle. Bon. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, vous stimulez l'innovation et la créativité de vos fournisseurs et de vos ingénieurs pour créer une solution qui va pouvoir très souvent être game-changing à un moment donné. Donc ça, je suis très intéressée par le bilan qui en sera tiré, parce que si ça pouvait être étendu à toutes les collectivités d'une certaine taille, ce serait déjà formidable. Le deuxième sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est que plus la commande publique sera vertueuse, moins les actifs publics seront dépréciables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique d'élus qui ne sont pas forcément au courant que la mieux-disance environnementale est totalement autorisée. Moi, je rencontrais encore des élus quand j'étais chez FH qui me disaient « Ah ben non, mais si je vous l'attribue à vous, l'appel d'offres, parce que vous êtes meilleur environnementalement, on va me traîner au tribunal administratif en disant que je gère mal les deniers publics et que j'ai fait du favoritisme. » C'est faux. Mais tout le monde ne le sait pas. Bastien hoche de la tête. Voilà, c'est faux. Donc il faut vraiment aussi assurer la formation de tous les élus. Ça ne veut pas dire que dans une petite commune, on comprend moins bien que dans une grande. J'ai rencontré tous les cas de figure. Et puis, last but not least, je vais vous donner un exemple de dispositif qui ne coûte rien à l'État, qui permet vraiment de promouvoir les solutions bas carbone dans la commande publique. C'est le fonds d'arbitrage carbone. Un fonds d'arbitrage carbone, c'est tout simple. Vous répondez à un appel d'offres et vous réservez dans le volume des achats que vous allez devoir dépenser pour répondre à l'appel d'offres et surtout construire, par exemple, l'infrastructure ou l'équipement public qu'on vous demande, une part qui va permettre d'absorber le différentiel de coût entre une solution A très carbonée avec un coût X et une solution B moins carbonée avec un coût X', dans la limite d'un prix de la tonne équivalent carbone évité que vous allez fixer. 200 €, 300 €, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez du prix de la tonne équivalent carbone évité. Ce système fonctionne remarquablement. Il a été mis en place sur la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire. Il a été mis en place par la communauté d'agglomération de Nice, il a été mis en place par le département du Loiret, la ville d'Albi est en train d'y réfléchir. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, mais ça marche formidablement. C'est 0 argent public, sauf que pour 1 euro du fonds d'arbitrage carbone mis en place pour absorber le différentiel de coût entre les solutions, vous savez exactement combien de tonnes équivalent carbone vous avez évité. C'est un premier pas vers le scope 4, donc le scope d'agrégation des évitements de carbone. Merci Valérie. Bastien et puis Emery, c'est sur le thème de l'entreprise. Allez, on peut. Sur le thème de l'entreprise à mission qu'on va conclure très rapidement. On m'a fait un signe là-bas, il faut s'arrêter. Bastien, la commande publique, l'entreprise à mission comme étant un projet pour Transdev d'aller encore plus loin dans la gouvernance croisée avec les pouvoirs publics. Et puis, je pense que vous aurez matière à discuter sur ce sujet. Ah oui, c'est très dur de ne pas agir parce que ça réconcilie aussi
du coup ce qui a été dit par Emery. Et on a fait une proposition il n'y a pas longtemps, on en parlera, qui permet de concilier, parce que la CSRD de toute façon va être là, et de permettre de faire en sorte que les entreprises françaises et européennes puissent se différencier. Sur la société à mission, on répond à la question de base, sur la convergence entre les entreprises et les politiques publiques en matière de RSE. Pour nous, la société à mission, il y a quelque chose qui est essentiel dedans, c'est le comité de mission. Le comité de mission, il réunit les parties prenantes. Nous, on est dans une démarche de transformation en société à mission pour nos sociétés délégataires de services publics, c'est-à-dire qui sont implantées sur les territoires. L'idée, c'est de faire participer dans le comité de mission des parties prenantes autour du territoire. Donc, ce faisant, les parties prenantes, et bien entendu, la collectivité a un rôle à jouer dedans. Ce faisant, les parties prenantes aident l'entreprise, notre entreprise, à se transformer, à atteindre ses objectifs sociaux et environnementaux. Et bien sûr, puisque l'entreprise accompagne le projet politique de la collectivité, ça sert également à la collectivité. Donc, on est dans une espèce de gouvernance croisée. Hyper vertueux. Emery, ça te fait plaisir et c'est toi qui conclus en 1 minute ces échanges, si tu veux bien. Ce qui est bien dans l'entreprise à mission, c'est qu'on se saisit de la question du bien commun, finalement. En quoi l'entreprise peut contribuer, à quel bien commun elle peut contribuer, à quel meilleur commun elle peut contribuer. Et finalement, là, il y a une convergence, évidemment, d'intérêts entre l'entreprise et les politiques publiques. Mais chaque entreprise va définir une contribution qui lui est singulière. Et c'est la diversité des entreprises qui fait qu'on répondra à l'ensemble des problématiques. Et donc je crois qu'il faut vraiment travailler davantage. Bon, c'est difficile, mais la coopération, c'est clairement la clé. Il y a besoin de temps aussi pour s'acculturer, mais l'entreprise à mission est un merveilleux outil pour converger. Longue vie à l'entreprise à mission. Alors, merci beaucoup infiniment à tous les trois pour vos interventions et merci beaucoup à vous pour votre écoute active. À très bientôt. Bonne poursuite de salon et il y a des apéros un peu à droite à gauche maintenant. Je crois que c'est le bon moment.